Il règne aujourd'hui dans les rues de Moscou une atmosphère de chasse aux sorcières d'une intensité rare, rappelant les heures les plus sombres de l'histoire soviétique. Dans la capitale russe, chaque véhicule qui ralentit est désormais perçu comme suspect. Chaque place de stationnement souterrain ressemble à une scène de crime potentiel. Et chaque ombre projetée sur les murs du Kremlin semble dissimuler une menace imminente. Les forces de l'ordre moscovites, ainsi que les agents du puissant service fédéral de sécurité, le FSB, s'épuisent à traquer un fantôme insaisissable dans les ruelles sombres de la métropole. La réalité géopolitique et sécuritaire a brutalement changé pour le président de la Fédération de Russie. Le danger pour Vladimir Poutine ne se trouve plus aux frontières de son vaste empire, ni même aux portes de sa capitale. Le danger s'est désormais infiltré au cœur même des couloirs du pouvoir. Les récentes et mystérieuses coupures d'accès à Internet qui ont frappé Moscou n'ont, en vérité, que très peu de lien avec des mesures de cybersécurité traditionnelles visant à contrer une menace extérieure. Elles sont bien davantage le symptôme d'une paranoïa grandissante, dictée par la conviction intime de Vladimir Poutine que l'un de ses plus anciens et plus fidèles alliés orchestre actuellement un complot visant à le renverser. Ce nom, qui résonne désormais comme une menace existentielle dans les cercles restreints du pouvoir, est celui de Sergueï Shoïgu, l'ancien tout-puissant ministre de la Défense de la Fédération de Russie, aujourd'hui relégué au poste de secrétaire du Conseil de sécurité. Il s'agit là d'un sujet éminemment sensible, une réalité que les algorithmes et les censeurs tentent souvent de dissimuler, mais les faits exigent d'être exposés à la lumière. Selon un rapport accablant des services de renseignement de l'Union européenne, qui a récemment fait l'objet d'une fuite retentissante et a été analysé conjointement par la chaîne d'information CNN, ainsi que par le prestigieux quotidien économique Financial Times, Vladimir Poutine est aujourd'hui rongé par une inquiétude profonde et justifiée. Il redoute d'être purement et simplement renversé par sa propre élite politique et militaire, tout en vivant dans la terreur constante d'un assassinat ciblé par drone. L'ancien ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, a été formellement identifié par ses services de renseignement comme représentant un risque majeur de coup d'État. Et il semblerait que le maître du Kremlin n'ait que très peu de marge de manœuvre pour inverser cette dynamique fatale. Face à cette perte de contrôle, la seule stratégie qui lui reste consiste à purger frénétiquement ses généraux pour masquer ses propres échecs stratégiques et à fuir vers des bunkers souterrains ultra sécurisés à la moindre alerte. La paranoïa et les angoisses du président russe ont atteint un tel paroxysme qu'il a pris la décision stupéfiante de n'inviter aucun député de la Douma, pas même ceux issus de son propre parti politique, aux sacro-saintes cérémonies du jour de la victoire. Cet homme qui aspirait jadis à terrifier le monde entier par sa démonstration de force, en est aujourd'hui réduit à trembler de peur à l'intérieur de ses propres palais luxueux. Bien entendu, un tel niveau de psychose institutionnelle ne s'est pas forgé du jour au lendemain. Néanmoins, un événement bien précis, d'une violence inouïe, semble avoir agi comme le catalyseur de cette spirale infernale. Le 22 décembre 2025, le lieutenant-général Fanil Sabarov, qui occupait le poste hautement stratégique de chef du département de l'entraînement opérationnel de l'état-major général, a été brutalement assassiné. Il a péri dans l'explosion d'une voiture piégée, un attentat perpétré en plein cœur de Moscou, à l'intérieur même du garage souterrain de son propre immeuble résidentiel. 3 jours seulement après cette exécution spectaculaire, Vladimir Poutine a convoqué les chefs de tous les services de sécurité pour une réunion de crise d'une tension extrême. Lors de ce sommet orageux, le chef de l'état-major général, Valery Gerasimov, a lancé de virulentes accusations à l'encontre du directeur du FSB, Alexandre Bortnikov, lui reprochant avec une rare agressivité son incapacité flagrante à assurer la protection physique des officiers supérieurs de l'armée. Piqué au vif, Bortnikov s'est défendu en invoquant le manque criant de ressources financières et le déficit de personnel qualifié, rejetant la faute sur les exigences d'une guerre qui draine toutes les capacités du pays. Alors que les dirigeants de ces deux structures sécuritaires rivales s'accusaient mutuellement d'incompétence et de trahison, Vladimir Poutine a clôturé la réunion d'une main de fer,
en exigeant que des solutions concrètes et drastiques lui soient présentées dans un délai strict d'une semaine. Cependant, la crise était loin d'être endiguée. En mars 2026, un nouveau développement judiciaire et politique a fait trembler les fondations mêmes du Kremlin, bouleversant encore davantage les dynamiques internes du régime. Rouslan Salykov, le fidèle adjoint et allié de très longue date de l'ancien ministre de la Défense Sergueï Shoïgu, a été arrêté et incarcéré sous de lourdes accusations de corruption. Le rapport des services de renseignement européens évalue cette arrestation spectaculaire non pas comme une banale opération de lutte contre la criminalité financière, mais bien comme une violation pure et simple des accords de protection tacite qui régissent les élites russes. En effet, une règle d'or non écrite prévaut depuis des décennies au sein du Kremlin. Si vous appartenez au cercle restreint du pouvoir, au premier anneau de la loyauté, vous n'allez jamais en prison. En sacrifiant Salykov, Vladimir Poutine a délibérément brisé ce pacte de sang. La section la plus frappante de ce rapport confidentiel concerne cependant Sergueï Shoïgu lui-même. Bien qu'il ait été ostensiblement rétrogradé et muté au secrétariat du Conseil de sécurité, Shoïgu reste intimement lié à ce risque de coup d'État pour une raison fondamentale. Il conserve une influence tentaculaire et un immense prestige au sein de la structure du haut commandement militaire. Pendant de nombreuses années, il a été le confident et l'ami le plus intime de Poutine. Ce sont deux hommes qui ont partagé des parties de pêche en Sibérie et des randonnées dans les montagnes isolées de la taïga. Mais aujourd'hui, cette amitié fusionnelle s'est métamorphosée en une faille de sécurité béante, et le dossier Shoïgu recèle des mystères bien plus profonds que ce que les observateurs internationaux pouvaient supposer. L'escalade de cette guerre intestine a atteint son apogée en novembre 2025, lorsque le FSB a annoncé de manière fracassante avoir déjoué in extremis une tentative d'assassinat visant directement Sergueï Shoïgu, et ce, dans l'enceinte solennelle du cimetière Troïekourovskoïe de Moscou. Selon la version officielle, un groupe de sabotage, prétendument dirigé par les services de renseignement ukrainiens, aurait méticuleusement mis en place un engin explosif mortel lors d'une visite privée de Shoïgu sur les tombes de ses proches parents. Une caméra miniature ainsi qu'une charge explosive redoutable, toutes deux soigneusement dissimulées à l'intérieur d'un banal vase funéraire rempli de fleurs, ont été détectées à la dernière minute. Face à ce récit, une question brûlante s'impose à l'esprit de tout analyste rigoureux. Cette tentative d'assassinat était-elle véritablement d'origine ukrainienne ou pourrait-elle, au contraire, s'inscrire dans le cadre impitoyable de la lutte pour le pouvoir qui déchire l'intérieur du Kremlin? Les connexions profondes de Shoïgu avec la structure de commandement militaire, ses relations complexes avec divers services de renseignement et surtout sa connaissance intime et détaillée des raisons exactes de l'échec de l'invasion initiale de l'Ukraine en font une figure extrêmement dangereuse pour la survie politique du président. En dépit de son renvoi du ministère de la Défense, il est fort probable que Shoïgu ait bâti son propre réseau de fidèles au sein de l'armée au fil des années, et la perte de pouvoir massive engendrée par la débâcle de la guerre en Ukraine pourrait bien avoir réactivé ce réseau d'influence. L'association du nom de Shoïgu aux intrigues de palais et aux luttes d'influence au sein du Kremlin n'est pas une nouveauté, mais les méthodes employées ont franchi un seuil critique. Le matin du 14 novembre 2025, le silence lourd et respectueux du cimetière Troïekourovskoïe, situé en plein cœur de la capitale moscovite, a été brutalement brisé par une onde de panique qui a mis en lumière l'un des secrets les plus inavouables de la Russie contemporaine. Le FSB, dans un communiqué officiel teinté d'urgence, a déclaré avoir empêché un attentat de très haut niveau. La cible n'était autre que le secrétaire du Conseil de sécurité, l'homme qui fut le bras droit de Poutine et son compagnon de vacances préféré. Les canaux officiels du gouvernement et les porte-paroles du FSB se sont empressés de jeter l'opprobre sur l'Ukraine, cherchant à clore précipitamment ce dossier encombrant. Selon les dépêches de l'agence de presse d'État russe TASS et les articles du journal Moskovski Komsomolets,
le service fédéral de sécurité a claironné avoir contrecarré une tentative d'assassinat extraordinairement sophistiquée. Les détails techniques de l'incident, tels qu'ils ont filtrés, pointent bien davantage vers une tentative d'exécution ciblée, soutenue par des moyens de renseignement étatiques, que vers un acte terroriste de routine mené par des amateurs. Les rapports du FSB et les fuites d'informations concordantes révèlent que l'intégralité du plan reposait sur une connaissance millimétrée des routines personnelles de Shoigu et sur l'exploitation cynique de ses vulnérabilités émotionnelles. Les assassins avaient obtenu des renseignements préalables d'une précision diabolique, sachant exactement à quel moment Shoigu se rendrait sur la tombe d'un membre de sa famille, très probablement sa mère ou son père. Il s'agit là d'un détail de l'ordre de la plus stricte intimité, une donnée extrêmement difficile à obtenir sans la complicité active d'une taupe infiltrée au plus haut niveau de son dispositif de sécurité. La méthode employée par les saboteurs relevait d'un classicisme froid et professionnel. Un vase de fleurs d'apparence innocente avait été déposé sur la pierre tombale. Cependant, ce vase funéraire dissimulait en son cœur un explosif à haute capacité de destruction, probablement une charge compacte de RDX ou un dérivé de C4, couplé à une microcaméra indétectable destinée à confirmer visuellement l'arrivée de la victime dans le périmètre mortel. L'objectif macabre était de déclencher la bombe à distance au moment précis où Shoigu se recueillerait, pulvérisant ainsi le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie sur le lieu même de la sépulture de ses ancêtres. Pour étayer sa version des faits, le FSB a annoncé avec une fierté ostentatoire l'arrestation d'un immigré d'Asie centrale et de 2 citoyens russes à l'issue d'une vaste opération de ratissage. Les suspects, selon le récit officiel, auraient rapidement avoué lors de leurs interrogatoires avoir reçu des instructions précises de la part d'un agent de liaison nommé Rouslan, prétendument affilié au service de renseignement ukrainien. Toutefois, dès que l'on examine ce narratif officiel à travers le prisme implacable de la logistique et de la logique stratégique inhérente à la scène du crime, des failles béantes apparaissent. Le simple fait de pénétrer dans un périmètre aussi sanctuarisé que le cimetière Troïekourovskoïe, une zone protégée par une sécurité de très haut niveau, scrutée par un réseau de caméras de vidéosurveillance à chaque coin d'allée et fréquentée exclusivement par l'élite de la nation, en transportant un vase lourdement chargé d'explosifs militaires pour le fixer sur une tombe spécifique, ne semble absolument pas correspondre au profil opératoire de migrants toxicomanes, tels que les a définis le FSB. Cette réalité logistique suggère inévitablement 2 hypothèses terrifiantes pour le pouvoir. Soit les protocoles de sécurité sur le terrain ont été délibérément désactivés par les autorités, soit quelqu'un de très puissant à l'intérieur du système a ouvert les portes aux assassins. Il est impératif de s'arrêter sur ce point et de braquer notre lentille d'investigation sur les véritables enjeux de cette affaire. Les accusations précipitées du FSB contre l'Ukraine et les incohérences flagrantes de ce récit sont presque plus importantes que la charge explosive elle-même. Dans le contexte militaire actuel, Sergueï Shoigu ne représente probablement plus une cible de haute valeur stratégique pour les services de renseignement militaires ukrainiens, le GUR, ou pour le service de sécurité de l'État, le SBU. Depuis son éviction humiliante du ministère de la Défense, son influence directe et immédiate sur le mécanisme de prise de décision militaire s'est considérablement atrophiée, le reléguant à un rôle avant tout symbolique et administratif en tant que secrétaire du Conseil de sécurité. La décision pour Kiev de gaspiller ses ressources humaines et matérielles limitées dans une opération aussi périlleuse, en plein cœur de la capitale ennemie, pour éliminer une figure qui n'a plus le pouvoir d'altérer directement le cours des combats, est considérée par tous les experts comme une possibilité stratégiquement absurde. Dépenser le précieux capital des renseignements ukrainiens pour abattre un vieil ami du président russe relèverait du suicide tactique. Il serait donc illusoire de présumer que cette opération porte la signature des forces spéciales ukrainiennes, d'autant plus que les sources russes elles-mêmes ne parviennent à fournir aucune preuve matérielle crédible en ce sens.
Les sources du renseignement occidental, ainsi que de multiples analystes politiques indépendants, soulignent avec insistance que de telles tentatives d'assassinat, à la fois spectaculaires et dépourvues de véritable intérêt stratégique extérieur, sont traditionnellement la marque de fabrique des luttes de pouvoir internes qui rongent la Russie. Cet incident précis exhale le parfum nauséabond d'une tentative de purge interne maquillée, bien plus qu'il ne ressemble à une frappe orchestrée par un ennemi étranger. La rivalité féroce et historique qui oppose le FSB au renseignement militaire de l'armée, le GRU, combinée aux tensions explosives concernant la désignation des coupables pour les désastres militaires accumulés lors de la guerre en Ukraine, pourrait fort bien avoir placé les symboles du vieux régime, tels que Tchoïgou, directement dans la ligne de mire de leurs rivaux. Depuis l'élimination brutale d'Evgeny Prigojine, il n'est plus un secret pour personne à Moscou que le système étatique est désormais enclin à se débarrasser physiquement des éléments qu'il perçoit comme des fardeaux, et ce, par des moyens non naturels et d'une violence inouïe. Si cette bombe avait explosé dans le cimetière, le Kremlin aurait eu toute latitude pour en imputer la responsabilité à l'Ukraine, utilisant ce martyre providentiel pour consolider le sentiment national et justifier une mobilisation accrue. Cependant, les véritables bénéficiaires de cette tragédie auraient été les autres centres de pouvoir tapis dans l'ombre, qui auraient immédiatement comblé le vide laissé par la disparition de Tchoïgou. Cette tentative avortée, ou peut-être délibérément neutralisée à la dernière seconde pour faire passer un message, constitue la preuve la plus éclatante que les élites sécuritaires de Moscou sont en train de s'entretuer. Ce piège mortel tendu à Tchoïgou dans la sérénité d'un cimetière a eu l'effet d'une décharge électrique, déclenchant le bouton de panique rouge au sein même du Kremlin. Aujourd'hui, dans les cercles politiques et diplomatiques, tout le monde se pose la même question angoissante. Où se trouve Vladimir Poutine? Et la réponse, aussi incroyable soit-elle, est que personne ne le sait. Nous ne le savons pas. Les hauts dignitaires ne le savent pas. Et les généraux sur le terrain l'ignorent tout autant. Il est même très probable que le président lui-même brouille délibérément les pistes au point de confondre sa propre localisation. Comme le souligne avec justesse le sociologue indépendant Constantin Gaz, Vladimir Poutine ne dirige plus la Fédération de Russie à la manière d'un chef d'État confiant dans son autorité, mais bien à la manière d'un fugitif traqué qui vit dans la terreur permanente d'être localisé et abattu par ses propres gardes du corps à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Le fait que Tchoïgou ait été pris pour cible avec une telle précision dans un cimetière démontre à quel point la peur viscérale de Poutine est, en réalité, tout à fait justifiée. Le périmètre de sécurité n'a pas simplement été franchi par une force extérieure. C'est le périmètre lui-même qui s'est mué en menace mortelle. Des investigations minutieuses menées par le projet de journalisme indépendant Systema, corroborées par des médias occidentaux, ont révélé, preuves techniques et plans d'architectes à l'appui, que Vladimir Poutine a ordonné la construction de bureaux strictement identiques dans 3 coins géographiquement diamétralement opposés de la Russie, à Sotchi, à Novo-Ogariovo et à Valdaï. La paranoïa sécuritaire du maître du Kremlin n'est certes pas un phénomène entièrement nouveau, mais les enquêtes les plus récentes documentent de manière terrifiante la façon dont cette peur pathologique s'est transformée en une véritable obsession architecturale. Un rapport exhaustif, publié par l'unité d'investigation de Radio Liberty, a mis en lumière le fait troublant que les lieux depuis lesquels Poutine est censé gouverner la Russie ne sont, en définitive, que des décors de théâtre sophistiqués. Cette enquête confirme que le dirigeant russe a fait aménager des espaces de travail clonés dans ses résidences de Novo-Ogariovo, situées dans la banlieue cossue de Moscou, de Botcharov-Rouchtcheï à Sotchi, sur les rives ensoleillées de la mer Noire, et dans sa retraite mystérieuse et isolée de Valdaï, perdue dans les immenses forêts du nord du pays. Ces bureaux, répartis dans ces 3 lieux distincts, ont été conçus et réalisés comme des copies conformes, parfaites au millimètre près. Les artisans ont installé les mêmes panneaux de bois précieux sur les murs, appliqué la même teinte exacte de vernis sur les bureaux massifs, fixé la même marque spécifique de poignée de porte, et sont allés jusqu'à commander les mêmes tapis brevetés
pour recouvrir les sols. Il ne s'agit aucunement d'une lubie esthétique ou d'une préférence de décoration intérieure d'un autocrate vieillissant, mais bel et bien d'une opération de déception stratégique de très grande envergure. L'objectif de cette mise en scène spectaculaire était simple et glaçant. S'assurer que les propres gardes rapprochés de Poutine, ainsi que ses plus hauts généraux, soient dans l'incapacité absolue de déterminer où il se trouve physiquement à un instant T. Ce n'est plus de la décoration, c'est une technique de camouflage militaire de haut niveau appliquée à l'exercice du pouvoir. Absolument tout a été dupliqué, depuis le motif complexe du papier peint jusqu'à la couleur du parquet, en passant par la disposition rigoureuse des célèbres téléphones jaunes de communication sécurisés qui trônent sur son bureau. Pourquoi un tel stratagème? Parce que lorsque Vladimir Poutine apparaît sur les écrans de la télévision d'État ou lorsqu'il reçoit un général lors d'une visioconférence, il refuse catégoriquement que de potentiels assassins puissent déduire sa localisation physique à partir des détails de la pièce. Vous pourriez le croire confortablement installé à Moscou, travaillant d'arrache-pied au cœur du Kremlin, alors qu'il se trouve en réalité à 400 km de là, terré dans sa cachette forestière hyper sécurisée de Valdaï. Selon des informations classifiées qui ont fuité vers les médias occidentaux et qui ont été corroborées par le réseau américain Fox News, Poutine donne délibérément l'impression de diriger les affaires courantes depuis la capitale glaciale, alors qu'il profite en secret du climat clément de Sotchi. Et parfois, alors que l'ensemble de l'appareil d'État le croit en visite officielle à Saint-Pétersbourg, il est en réalité tapi dans son bunker souterrain des forêts de Valdaï, vivant sous l'ombre menaçante des systèmes de défense anti-aérienne Pantsir S-1 déployés pour protéger son sanctuaire. La raison d'une telle existence de loup traqué est évidente. Il est dévoré par l'angoisse que le sort réservé à Choigu dans le cimetière ne s'abatte sur lui jusque dans l'intimité de sa chambre à coucher. La bombe dissimulée dans le vase et destinée à son ancien ami constituait la pièce manquante du puzzle, celle qui explique de manière rationnelle pourquoi Poutine a soudainement eu recours à ces tables de réunion absurdes s'étirant sur plusieurs mètres de long lors de ses entretiens, pourquoi il insiste pour tenir des vidéoconférences, même avec ses collaborateurs les plus fidèles et les plus anciens, et pourquoi il a investi des sommes colossales pour cloner ses espaces de travail. Le bouclier de protection autour de Moscou n'a pas seulement été fissuré par ces événements, il a été littéralement pulvérisé. Les analystes occidentaux et les sources de renseignements indépendantes constatent avec stupéfaction que Vladimir Poutine n'a pratiquement pas mis les pieds au Kremlin, en particulier depuis que les frappes dévastatrices de drones ukrainiens à longue portée ont commencé à s'intensifier et que les rumeurs de tentatives d'assassinat interne se sont multipliées. L'aménagement de ces espaces ne relève plus du simple protocole de sécurité dévolu à un chef d'État classique. Il s'agit de la construction d'une architecture de la paranoïa, l'œuvre d'un homme qui en est venu à craindre sa propre ombre et qui scrute chaque personne gravitant dans son orbite comme un bourreau en puissance. Comme le disait jadis avec une acuité visionnaire Winston Churchill, les intrigues politiques au sein du Kremlin ressemblent à un combat de bulldogs sous un tapis. Un observateur extérieur n'entend que les grognements étouffés et ne sait qui a remporté la lutte que lorsque les os sont recrachés dessous le tapis. Vladimir Poutine avait déjà survécu d'extrême justesse à une tentative de sédition qui avait ébranlé le monde entier. En juin 2023, le chef charismatique et impitoyable de la milice Wagner, Evgeny Prigojine, avait lancé ses colonnes lourdement armées dans une marche implacable sur Moscou. Cette crise cataclysmique a finalement été surmontée, au prix de compromissions et de purges sanglantes. Mais l'exemple terrifiant de l'épopée de Prigojine a démontré une vérité cruelle et irréfutable. Les menaces les plus mortelles pour la survie du régime de Poutine ne proviennent pas des champs de bataille ukrainiens, mais naissent et grandissent au sein même des structures de sécurité russes. Et c'est précisément dans cette catégorie de menaces existentielles que le récent rapport des services de renseignement de l'Union européenne classe Sergueï Shoigu. Le résultat concret, tangible, de cette méfiance absolue ne ressemble en rien aux mesures de protection entourant un dirigeant confiant en son peuple,
mais dépeint plutôt l'isolement pathétique et effrayant d'un dictateur assiégé dans sa forteresse. Vladimir Poutine et les membres de sa famille immédiate ont déserté précipitamment leur luxueuse résidence de Moscou et de Valdaï. Au cours de cette année 2026, le président n'a visité aucune, absolument aucune installation militaire, marquant un contraste saisissant avec l'année 2025, au cours de laquelle il avait pourtant effectué au moins 17 apparitions publiques dûment chorégraphiées. Aujourd'hui, il demeure confiné durant de longues semaines dans des complexes de bunkers souterrains situés dans la région reculée de Krasnodar. Pour maintenir l'illusion d'une gouvernance active, les puissants médias d'État diffusent en boucle des séquences préenregistrées, savamment montées pour donner l'impression illusoire que le président travaille normalement et contrôle la situation. Selon des sources concordantes issues des services de renseignement, il emploierait quotidiennement au moins 3 sosies, des hommes ayant subi des interventions chirurgicales lourdes pour reproduire ses traits et sa démarche. Des caméras de surveillance dissimulées ont été massivement installées dans les domiciles privés de ses propres cuisiniers, de ses gardes du corps les plus proches et même de ses photographes officiels. Les communications téléphoniques et Internet dans certains quartiers de Moscou sont périodiquement et brutalement coupées, et la relation de confiance avec le Parlement, la Douma d'État, semble définitivement rompue. Le symbole le plus fort de cette rupture institutionnelle est le fait qu'aucun député, sans la moindre exception, n'a été convié à la cérémonie de la victoire de cette année. Pourtant, les voix dissidentes s'élevant de la Douma ne sont pas un phénomène inédit pour le locataire du Kremlin. Déjà, en 2022, des conseillers municipaux courageux issus de 18 districts différents, répartis à travers Moscou et Saint-Pétersbourg, avaient osé exiger publiquement la démission immédiate de Poutine au moyen d'une pétition ouverte qui avait fait grand bruit. Le conseil du district de Smolninsky, à Saint-Pétersbourg, avait franchi un cap inouï en appelant formellement la Douma à traduire Vladimir Poutine en justice sous le chef d'inculpation de haute trahison. Ce document historique affirmait sans détour que les décisions calamiteuses de Poutine portaient gravement atteinte à la sécurité de la Russie, entraînaient des pertes humaines massives et inutiles, et accéléraient paradoxalement l'expansion de l'OTAN aux frontières du pays. Ces élus locaux, conscients des risques, avaient été sévèrement punis, frappés par des accusations criminelles de discrédit de l'armée. Mais le message de la fronde avait été délivré, clair et retentissant. Et aujourd'hui, 4 années plus tard, le mécontentement sourd qui couvait derrière ce message semble avoir pris des proportions incontrôlables. En avril 2026, un avertissement d'une rudesse inédite a retenti dans l'enceinte même de la Douma. Un député a pris la parole pour déclarer ouvertement, défiant le pouvoir, « Nous vous avons prévenu des dizaines de fois que l'économie était vouée à un effondrement total. Le premier trimestre a déjà touché le fond de l'abîme. Si vous ne prenez pas d'urgence des mesures financières, économiques et structurelles drastiques, d'ici l'automne, nous serons confrontés à une répétition sanglante de ce qui s'est passé en 1917. » L'année 1917. L'évocation de cette date n'a rien de fortuit. C'est l'année de la Révolution, l'année du chaos, celle qui a vu la puissante dynastie des Romanov s'effondrer et le tsar Nicolas II être brutalement renversé de son trône. Que de tels mots, lourds de menaces historiques, soient prononcés depuis le podium officiel de la Douma, démontre de manière accablante que les propres institutions de ce régime autoritaire commencent à se fissurer sous la pression. Le refus obstiné de Poutine d'inviter ne serait-ce que les députés loyaux de son propre parti politique au jour de la victoire prouve que le Kremlin est arrivé à un stade où il ne peut plus accorder sa confiance, même à son cercle le plus restreint. Ce tableau brosse le portrait d'une crise sécuritaire et existentielle sans précédent au sommet absolu de l'État russe. Et précisément au moment où cette crise de paranoïa interne s'aggravait, les affres de la guerre en Ukraine ont frappé avec violence à la porte de Moscou. Dans la nuit fatidique du 4 mai 2026, des véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont mené une frappe de précision contre la célèbre tour Mosfilm. Il ne s'agissait nullement d'une attaque ordinaire
destiné à faire les gros titres. Sa profondeur symbolique et son impact psychologique étaient infiniment plus dévastateurs, car ce complexe résidentiel de grand luxe est situé à seulement 7 petits kilomètres de l'enceinte fortifiée du Kremlin, et à peine à 3 kilomètres du quartier général tentaculaire du ministère de la Défense. Et cette incursion aérienne audacieuse n'était pas un incident isolé. Entre le 2 et le 9 mai, des centaines de drones kamikazes ont déferlé dans le ciel de Moscou, saturant les défenses. Ces attaques n'ont pas visé les banlieues industrielles ou les zones périphériques, mais ont frappé en plein cœur du centre-ville, ciblant avec précision les quartiers les plus élitistes de la capitale. La forteresse Moscou, pourtant ceinturée par les redoutables systèmes de missiles S-400 et hérissée de batteries antiaériennes Pantsir, s'est révélée dramatiquement incapable d'empêcher un drone de survoler ses toits et d'exploser à 3 kilomètres à peine du centre névralgique de son appareil militaire. Le constat opérationnel est glaçant pour l'état-major russe. Si un engin volant ennemi est capable de s'infiltrer à 7 kilomètres du Kremlin, rien ne l'empêche techniquement de frapper le bureau même du président. Pour un dirigeant vieillissant, qui est déjà psychologiquement incapable de quitter le confort blindé de son bunker en raison de ses peurs obsessionnelles de coups d'État et d'assassinat, cette démonstration de vulnérabilité a très probablement représenté le coup de grâce. La réaction de Poutine face à cette humiliation technologique a été spectaculaire et révélatrice d'un état de panique généralisé. Il a ordonné le rapatriement massif de toutes les défenses antiaériennes disponibles pour les empiler autour de Moscou, dégarnissant d'autres secteurs vitaux. Conséquence visuelle frappante de cette déroute, pour la toute première fois depuis près de 20 ans, aucun char de combat n'a traversé la mythique place rouge lors du grand défilé militaire. En lieu et place de la parade triomphale, les Moscovites ont découvert une ville en état de siège, hérissée de points de contrôle à chaque carrefour, avec des tireurs d'élite postés aux fenêtres des immeubles surplombant les avenues, et un réseau Internet sévèrement bridé, voire totalement coupé. Dans les micro-trottoirs réalisés clandestinement dans les rues de la capitale, des citoyens russes désabusés posaient cette question lourde de sens. Nous reculons et nous perdons sur tous les fronts. Alors que sommes-nous exactement en train de célébrer aujourd'hui? En sciences politiques, il existe un concept fondamental que l'on nomme la vulnérabilité de la capitale. C'est ce moment de bascule critique où les populations, contraintes de vivre sous le joug d'une dictature implacable, réalisent soudainement et collectivement que la propagande ment, que la guerre se passe mal et que le sanctuaire même du pouvoir, la capitale, n'est plus à l'abri des bombes. Lorsque les élites économiques et politiques commencent à assimiler cette nouvelle réalité terrifiante, une question extrêmement inconfortable et dangereuse émerge inévitablement dans les esprits. Si le souverain est incapable de protéger le cœur même de son propre pouvoir, la capitale de l'Empire, comment pourrions-nous encore lui faire confiance pour garantir notre propre sécurité et nos propres intérêts? Il est fort probable que Vladimir Poutine soit désormais dans l'incapacité absolue de formuler une réponse convaincante à cette question existentielle. Le 9 mai, date traditionnellement considérée comme le jour le plus sacré, le plus fédérateur et le plus glorieux du calendrier russe, s'est très probablement transformé cette année en un véritable cauchemar éveillé pour le maître du Kremlin. Le monde entier, ainsi que la population russe, a assisté au spectacle glaçant de l'exact opposé d'une démonstration de puissance impériale. Les citoyens ont vu des barricades de béton et d'acier en lieu et place des interminables colonnes de chars d'assaut étincelants. Ils ont ressenti une atmosphère de siège étouffante et anxiogène, plutôt que la fierté d'une parade militaire victorieuse. Ce rituel, méticuleusement construit année après année sur la projection d'une force brute et invincible, n'a fait que révéler au grand jour à quel point les fondations du Kremlin sont aujourd'hui affaiblies, rongées par le doute et la peur. Et la question la plus critique, celle qui déterminera le cours de l'histoire dans les mois à venir, est incontestablement la suivante. Pendant combien de temps encore les puissantes élites de la Russie accepteront-elles de tolérer cette faiblesse patente et cette humiliation continue?
Vladimir Poutine avait bâti son règne sur un contrat social non écrit, mais d'une efficacité redoutable. Il promettait une sécurité absolue, la stabilité et l'enrichissement, en échange d'une obéissance aveugle et d'une soumission totale. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a plus ni sécurité intérieure, ni victoire militaire à l'horizon. Les oligarques milliardaires du classement Forbes voient leurs actifs confisqués ou pillés. Les commandants militaires de haut rang sont purgés, emprisonnés ou assassinés. Les vice-ministres fuient leurs responsabilités dans la disgrâce, et le chef suprême de la nation, autrefois omnipotent, est désormais réduit à se terrer sous terre, effrayé par l'écho de ses propres pas. C'était notre enquête approfondie sur la situation critique au sommet de l'État russe. N'hésitez pas à partager vos analyses et vos réflexions sur cette bascule historique dans les commentaires ci-dessous. Et pour rester informé en temps réel de nos décryptages géopolitiques et de nos reportages exclusifs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne d'information continue et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions.